Ma mère a vendu mes créations dans un vide-grenier pour seulement 2 euros. Cela prenait de la place. Chaque sac que j'avais dessiné se trouvait dans ce carnet de croquis. Cette nuit-là, je suis parti. Papa a regardé depuis le porche. 12 ans plus tard, maman est entrée dans mon bureau. J'ai regardé ma mère et j'ai dit. Ma mère a vendu mon carnet de croquis dans un vide-grenier pour 2 euros. Il contenait chaque dessin que j'avais jamais fait, chaque motif de cuir, chaque sac que j'avais passé 2 ans à imaginer sur du papier ligné avec un crayon qui avait besoin d'être taillé. Elle y a mis une étiquette de prix et l'a posée sur une table pliante entre une lampe et une boîte de vieilles chaussures. Je l'ai découvert en rentrant à la maison. Elle a dit que cela prenait de la place. Je suis parti cette nuit-là. J'avais 19 ans. J'avais une boîte en carton de chute de cuir. C'était tout ce que je possédais qui comptait. Je m'appelle Fay. J'ai 31 ans maintenant. Je possède une entreprise de maroquinerie que j'ai bâtie de mes mains. Et il y a quelques mois, ma mère était assise dans mon bureau d'accueil, demandant à me voir. Bienvenue sur Rose Untold Stories. Ici, nous partageons des histoires sur la famille, les peines de cœur, la force tranquille et les moments qui restent avec nous longtemps après leur fin. Mais laissez-moi commencer par le début. Je travaille avec mes mains. Je coupe le cuir. Je le couds. Je le façonne en quelque chose que quelqu'un veut emporter avec soi. C'est tout ce que j'ai toujours voulu faire. Je fabrique des sacs, des portefeuilles et des ceintures, tous sur mesure, tous à la main. Mes clients attendent des mois pour une pièce. J'ai un atelier. J'ai une équipe. J'ai construit tout cela à partir d'une boîte en carton qui se trouvait dans le garage de ma mère. Le nom de ma mère est Vivian. Mon père est Hank. Il tenait un petit atelier de couture en ville. Ma mère faisait les retouches. Mon père s'occupait de l'accueil. J'ai grandi dans cet atelier. Je m'asseyais sous la table de coupe pendant que ma mère travaillait. Je regardais ses mains se mouvoir à travers le tissu comme d'autres enfants regardaient des dessins animés. Elle m'a appris à tenir une aiguille, à garder une ligne droite, à finir une couture pour qu'elle ne se défasse pas. Elle m'a appris tout ce que je devais savoir. Elle n'a simplement jamais pensé que je l'utiliserais pour quelque chose qu'elle considérait comme réel. Mon frère Clark est plus âgé que moi. C'était le sérieux. Il travaillait à l'atelier. Il parlait de marge, d'inventaire et de fréquentation. Mes parents regardaient Clark et voyaient quelqu'un qui allait quelque part. Ils me regardaient et voyaient une fille qui aimait dessiner dans des carnets et découper des chutes de cuir dans le garage. Je veux vous dire quelque chose sur ma mère parce que cela a de l'importance pour ce qui suit. Elle n'était pas une personne cruelle. Elle était pragmatique. Elle croyait aux choses que l'on pouvait voir et compter. Un atelier de couture avait du sens pour elle. Vous prenez une veste, vous faites un ourlet, quelqu'un vous paie, vous rentrez chez vous. C'était réel. Ce que je faisais, penché sur un carnet de croquis dans le garage, dessinant des sacs que personne n'avait commandés, ce n'était pas réel pour elle. Ce n'était même pas proche d'être réel. Et parce que ce n'était pas réel pour elle, cela n'avait pas besoin d'être protégé. Quand j'avais environ 16 ans, Clark a eu besoin d'un espace de bureau dans l'atelier. Ma mère lui a donné mon coin couture, mon petit poste de travail avec la lampe et le tapis de coupe. Elle m'a dit que Clark avait besoin de la place pour du vrai travail. Elle a dit que je pouvais travailler n'importe où. J'ai emmené mes affaires dans le garage et j'ai continué parce que c'est ce que je faisais. J'ai continué. Mon père n'a jamais rien dit à ce sujet. Hank est le genre d'homme qui regarde les choses se passer depuis le bord de la pièce. Il n'est pas faible, exactement. Il est absent de la manière dont certains hommes sont absents quand ils ont décidé que le silence est plus facile que de choisir un camp. Il m'aimait. Je le crois. Mais il m'aimait depuis le porche, de l'autre côté de la table, depuis le rétroviseur. Toujours à une distance où il n'avait rien à faire à ce sujet. Nous étions à un dîner de famille, tante, oncle, cousin. Quelqu'un m'a demandé sur quoi je travaillais. J'ai commencé à leur parler d'un sac que je concevais. J'avais 19 ans et je pensais que quelqu'un à cette table voulait vraiment en entendre parler. Ma mère est intervenue de l'autre côté de la table. Elle a dit que c'était un passe-temps. Elle a dit que je jouais avec des chutes de cuir. Elle a dit qu'elle n'arrêtait pas de me dire de travailler à l'atelier et d'apprendre quelque chose de réel, mais que je n'écoutais pas. La table a ri.
Tous. Mon oncle a secoué la tête. Ma tante a souri de la manière dont les gens sourient quand ils sont d'accord, mais ne veulent pas être celui qui le dit. Mon père était assis juste là. Il a regardé son assiette. Il n'a pas levé les yeux. J'ai souri parce que je ne savais pas quoi faire d'autre quand les gens que vous aimez se moquent de la chose que vous aimez le plus. J'ai fini mon repas. J'ai aidé à débarrasser la table. J'ai fait la vaisselle. Puis je suis allé au garage et je me suis assise par terre à côté de ma boîte en carton et je n'ai rien dessiné cette nuit-là. C'était la seule nuit où je me suis arrêté. Environ une semaine après ce dîner, je suis rentré à la maison et je suis allé au garage. Mon carnet de croquis avait disparu. Je suis entré et j'ai demandé à ma mère. Elle a dit qu'il y avait eu un vide-grenier ce matin-là. Elle a dit que le livre prenait de la place. J'ai demandé combien elle l'avait vendu. Elle a dit 2 €, peut-être 3. Elle ne se souvenait plus. 2 ans de travail et elle ne se souvenait pas du prix. Cette nuit-là, je suis resté longtemps dans ma chambre. Puis j'ai pris la boîte en carton dans le garage. Elle contenait des chutes de cuir, quelques outils, une bobine de fil. Je suis sorti par la porte d'entrée. Ma mère était dans la cuisine. Elle a demandé où j'allais. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé la porte. Elle ne m'a pas suivi. Elle n'a pas rouvert la porte. Je pense qu'elle a supposé que je serais de retour le matin. Je pense qu'elle a supposé beaucoup de choses sur moi qui étaient fausses. Et c'était la dernière. Mon père était sur le porche. Il m'a regardé mettre la boîte dans ma voiture. Il m'a regardé monter. Il m'a regardé sortir de l'allée. Il ne s'est pas levé. Il n'a pas appelé mon nom. Il est resté assis là avec son café et a regardé sa fille s'éloigner avec une boîte de cuir. Je l'ai regardé dans le rétroviseur. Il était toujours assis là quand j'ai tourné au coin de la rue. Cette image ne m'a jamais quitté. Mon père devenant plus petit dans le miroir. La lumière du porche derrière lui, la tasse de café, le silence. C'était la dernière fois que je l'ai vu pendant 12 ans. Je ne suis pas revenu. Les premières années ont été difficiles. J'ai travaillé comme serveuse. Je cousais à la pièce la nuit pour un pressing. J'ai loué une chambre au-dessus d'une laverie automatique qui tremblait quand les machines tournaient. Je fabriquais des choses avec tout le cuir que je pouvais trouver. Des chutes, des découpes, des morceaux que d'autres jetaient. J'ai fait un sac à partir d'une veste en cuir que j'ai trouvée dans une friperie. Je l'ai démontée point par point et je l'ai reconstruite en quelque chose de nouveau. Une propriétaire de boutique a vu un de mes sacs sur l'épaule de quelqu'un et a demandé d'où il venait. C'était ma première vraie commande. Puis il y en a eu 2. Puis une liste d'attente. Puis une liste d'attente plus longue. J'ai trouvé un espace d'atelier. J'ai embauché mon premier employé. Les gens me trouvaient grâce à d'autres personnes. Du bouche à oreille. De main en main. La manière dont le bon cuir voyage. Je n'ai pas appelé à la maison. Ils ne m'ont pas appelé. 12 ans de silence. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit aux gens sur où j'étais allé. Je ne sais pas s'ils ont dit quoi que ce soit aux gens. Je sais juste que personne de ma famille n'a jamais décroché le téléphone. Ni ma mère, ni Clark, ni mon père. La fille qui était partie avec une boîte en carton avait simplement cessé d'exister dans cette maison. Mais je n'avais pas cessé d'exister. J'avais juste commencé à exister ailleurs. Je veux vous dire quelque chose sur mon travail que personne ne sait. Mon point de couture signature, celui qui court le long de chaque couture de chaque sac que je fais, celui que mes clients reconnaissent, est le point de ma mère. Elle me l'a appris quand j'avais peut-être 10 ans, à la table de couture qu'elle a plus tard donnée à Clark. J'ai passé des heures à le pratiquer. Elle se tenait derrière moi et corrigeait ma main jusqu'à ce que la ligne soit parfaite. C'était la seule chose qu'elle m'avait donnée qu'elle ne pouvait pas reprendre parce que c'était dans mes mains. Pas sur une étagère, pas dans un garage. Dans mes mains. Je n'ai jamais dit à personne d'où il venait. Elle ne l'a jamais su. La chose qu'elle avait méprisée est devenue la chose pour laquelle les gens attendaient des mois. J'avais 31 ans quand c'est arrivé. J'avais l'atelier. J'avais la marque. J'avais une équipe. J'avais une liste d'attente qui s'étendait jusqu'à l'année suivante. Un matin,
Je suis entré dans le bureau d'accueil et mon assistante m'a regardé de la manière dont les gens vous regardent quand ils ne savent pas comment dire ce qu'ils ont à dire. Elle m'a dit qu'il y avait une femme dans le hall. Elle a dit qu'elle s'appelait Vivian. Elle a dit qu'elle était ma mère. 12 ans, et elle était assise dans mon hall. Je ne suis pas allé tout de suite dans le hall. Je me suis assise dans mon bureau pendant quelques minutes. J'ai regardé le mur. Il y avait une photo encadrée de mon premier sac à côté d'un article d'un magazine de design. Il y avait une étagère avec des échantillons. Il y avait une fenêtre qui donnait sur l'atelier où mon équipe coupait, cousait et faisait le travail que ma mère appelait autrefois jouer. Puis je me suis levé et je suis sorti. Elle était assise dans l'un des fauteuils près de la porte. Elle avait l'air plus âgée, plus petite. Elle portait un manteau que je ne reconnaissais pas et tenait un vieux sac de l'atelier de couture, les poignets usés par des années de port. Plus tard, j'ai appris qu'elle avait vu mon nom dans un petit article de magazine de design et avait trouvé l'adresse de l'atelier à partir de là. Elle a levé les yeux quand je suis passé par la porte et son visage a fait quelque chose de compliqué. Elle voyait sa fille, mais elle voyait aussi la pièce, le nom de la marque sur le mur, l'atelier derrière la vitre, les gens qui travaillaient, l'odeur du cuir dans l'air. Elle assemblait quelque chose qu'elle n'était pas préparée à assembler. J'ai regardé ses yeux parcourir la pièce. Elle a regardé le mur d'exposition où des sacs finis étaient suspendus. Elle a regardé les postes de travail. Elle a regardé les porte-bobines de fil, les rouleaux de cuir et les tables de coupe. Son visage faisait ce que les visages font quand ils réalisent que la chose qu'ils ont méprisée est devenue la chose à l'intérieur de laquelle ils se tiennent maintenant. Elle n'a rien dit à ce sujet. Mais elle l'a vu. Je pouvais dire qu'elle l'avait vu. Je me suis assise en face d'elle. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Elle n'a pas essayé. Elle a commencé à parler. La voix était différente. La voix dont je me souvenais, celle qui dirigeait la maison, l'atelier et chaque conversation, cette voix avait disparu. Ce qui en sortait était fatigué, cassé et prudent. Elle m'a dit que l'atelier de couture était en difficulté. Elle a dit que Clark avait pris la relève après mon départ. Elle a dit qu'il avait essayé de développer l'entreprise. Il avait contracté un prêt. Puis un autre. Puis un troisième. Il avait convaincu mes parents de mettre la maison en garantie. La banque était sur le point de tout saisir. Ils étaient sur le point de tout perdre. Je suis resté assise là, j'ai écouté et je n'ai rien dit pendant un long moment. Elle a dit que Clark avait caché les chiffres. Au moment où ils ont découvert que c'était si grave, ils avaient commencé à verser leurs économies de retraite dans l'atelier pour le maintenir ouvert. Mois après mois, leur avenir allant dans une caisse enregistreuse qui était déjà vide. Le fils qui était resté et avait fait le vrai travail avait mené l'atelier à la ruine. La fille qui jouait avec des chutes de cuir avait construit quelque chose que les gens traversaient le pays en avion pour acheter. Je ne lui ai pas dit ça, mais je l'ai pensé. Je lui ai dit que je devais voir les livres de comptes, tous. Elle les a apportés le lendemain. Je me suis assise dans mon bureau ce soir-là, après que tout le monde soit rentré, et j'ai parcouru chaque page. Les chiffres étaient pires qu'elle ne l'avait décrit. Clark avait ouvert un deuxième emplacement qui avait fermé en moins d'un an. Il avait embauché des gens qu'il ne pouvait pas payer. Il avait emprunté contre des actifs qu'il ne possédait pas. Chaque page était une autre mauvaise décision empilée sur la précédente. J'ai fermé les livres. Je suis resté assise là pendant un long moment. L'atelier était sombre autour de moi. Je pouvais sentir le cuir. Je pouvais entendre l'horloge. J'ai pensé à Clark. Ce n'était pas une mauvaise personne. C'était une personne à qui on avait dit toute sa vie qu'il était celui qui savait ce qu'il faisait. Et quand il s'est avéré que ce n'était pas le cas, il n'a pas pu demander de l'aide parce que demander aurait signifié admettre que la famille avait misé sur le mauvais enfant. Puis j'ai appelé mon père, pour la première fois en 12 ans. Le téléphone a sonné 2 fois. Il a décroché. Il y a eu un long silence. Puis il a dit mon nom. Sa voix tremblait. Je lui ai demandé à quel point c'était grave. Il a dit que c'était grave. Je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait pas appelé plus tôt. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit qu'il ne pensait pas avoir le droit de frapper à ma porte. Pas après m'avoir regardé partir du Porsche sans rien faire. J'ai pensé à ce Porsche, au café, au rétroviseur. Il était resté assis là et m'avait regardé partir.
Il n'avait rien fait et il portait ça depuis 12 ans. Il avait probablement raison de dire qu'il n'en avait pas le droit, mais il était au téléphone et c'était plus qu'il n'avait jamais fait auparavant. Je lui ai demandé de me dire tout ce que Clark ne me disait pas. Il l'a fait. C'était pire que le livre de comptes. Clark avait emprunté à des gens en dehors de la banque. Il y avait des dettes personnelles que ma mère ne connaissait pas. La maison n'était pas seulement en danger. C'était une question de semaines. Cette nuit-là, je suis resté tard à l'atelier. Tout le monde était rentré. Je me suis assise à mon établi avec un morceau de cuir devant moi. J'ai regardé le point sur le sac que je terminais. Le point de ma mère, courant net et régulier le long de la couture. Cette femme m'avait appris à coudre. Puis elle avait jeté la chose que je cousais et maintenant la chose que je cousais était la seule chose qui pouvait la sauver. Je suis resté avec cette pensée un moment. C'est une chose étrange à tenir dans sa poitrine. Pas de la colère exactement, ni de la satisfaction. Quelque chose entre les deux qui n'a pas de nom. Clark m'a appelé le lendemain. Pour la première fois depuis des années. Sa voix était différente de ce dont je me souvenais. La confiance du grand frère avait disparu. Il a dit qu'il savait que ma mère était venue me voir. Il a dit qu'il voulait parler. Puis il a dit quelque chose qui m'a fait poser le morceau de cuir que je tenais. Il a dit que nous devrions travailler ensemble sur ce sujet. Il a dit que notre famille avait toujours été dans le secteur du cuir et des textiles. Il a dit que j'avais appris mon métier dans l'atelier familial. Il a dit que c'était peut-être l'occasion de rassembler les choses sous un même toit. Il a utilisé les mots entreprise familiale comme s'ils étaient censés débloquer quelque chose en moi. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit ce que je devais dire. J'ai dit, tu avais l'atelier, Clark. Tu avais le nom. Tu avais les clients. Ne me parle pas d'entreprise familiale. Il est resté silencieux un long moment. Puis sa voix a changé. La douceur a disparu. Il a dit, tu n'aurais rien de tout ça si maman ne t'avait pas appris. Tout ce que tu fais a commencé dans notre atelier. Tu as appris sur nos machines. Tu as utilisé notre fil. Tu dois quelque chose à cette famille, fais. J'ai laissé cette phrase en suspens une seconde. Mon frère avait pris l'atelier, l'équipement, les clients, le nom, les économies et la confiance. Il avait tout perdu. Et maintenant, il me disait que la chose que j'avais construite avec des chutes et 40 € lui appartenait parce que notre mère m'avait un jour montré comment tenir une aiguille. Je lui ai dit que j'avais vu les livres de comptes. Je lui ai dit que j'avais vu chaque décision. Je lui ai dit que j'avais vu nos parents vider leur retraite pour couvrir ce qu'ils ne pouvaient pas couvrir. Il n'a rien dit après ça. J'ai dit que je l'appellerais quand je serais prête. Puis j'ai raccroché. Clark a rappelé quelque temps plus tard. Il semblait différent, plus petit. Le prétexte avait disparu. Il m'a dit qu'il s'était dit qu'un mois de plus arrangerait les choses. Il a dit que non. Il a dit que l'atelier était fini. Il a dit qu'il n'avait pas pu le dire à voix haute jusqu'à ce moment. J'ai écouté. Je ne l'ai pas interrompu. C'était la première fois que mon frère me disait la vérité sans l'enrober dans autre chose d'abord. Il ne demandait plus d'argent. Il ne proposait pas de partenariat. Il était juste un homme assis avec le poids de ce qu'il avait fait. L'atelier était parti. Les économies étaient parties. Le nom sur la porte qui signifiait quelque chose signifiait maintenant une dette que quelqu'un d'autre allait devoir payer. Je me suis assise à mon bureau cette nuit-là avec les livres ouverts devant moi. J'ai pensé à ma mère assise dans mon hall. J'ai pensé à la voix de Clark devenant petite au téléphone. J'ai pensé à mon père disant qu'il n'avait pas le droit d'appeler. Puis j'ai pris un stylo. Je n'allais pas sauver ceux qui étaient déjà partis, mais je n'allais pas les laisser perdre la maison. Pas pour la dette, pas pour la fierté, et pas sans condition. J'ai appelé ma mère et lui ai demandé de venir à l'atelier. Elle est venue le lendemain matin. Je l'ai fait asseoir à la table de mon bureau. J'étais calme. J'avais passé une semaine avec les chiffres et je savais ce que j'allais dire. Je lui ai dit que j'avais appelé la banque. J'avais travaillé avec un conseiller. J'avais restructuré la dette de la maison et je mettais mon propre argent, mais cela passait par des canaux appropriés. Je ne signais pas un chèque en blanc. J'avais mis en place une structure parce que c'était ce que je savais faire. La maison allait bien se porter, mais l'atelier ne reviendrait pas.
Clark l'avait dit lui-même. Ma mère a commencé à dire quelque chose sur le fait que Clark avait besoin d'une saison de plus. Je l'ai arrêté. J'ai dit, Clark m'a dit que c'était fini. Il l'a dit. Pas moi. Elle est devenue silencieuse. Ses deux enfants lui disaient la même chose. J'ai dit que je ne faisais pas ça pour punir qui que ce soit. J'ai dit que je n'allais pas financer quelque chose qui était déjà parti. Ce n'était pas de l'aide. C'était faire semblant. Puis je lui ai dit quelque chose à quoi je pensais depuis une semaine. J'ai dit qu'elle pouvait travailler dans mon atelier. J'ai dit qu'elle savait coudre. Ses mains étaient encore bonnes, mais ce serait à mes conditions. Elle commencerait au début. L'ancien arrangement ne reviendrait pas. Elle m'a regardé. Elle a dit, « Tu veux que je travaille ici pour toi ?» J'ai dit, « Je vous invite à travailler ici. » Il y a une différence. Elle est partie sans répondre. Je ne l'ai pas poursuivie. Je suis retourné au travail. Mon père a appelé ce soir-là. Il a dit que ma mère y réfléchissait. Il a dit que sa fierté était blessée. J'ai dit que la porte était ouverte, mais seulement la porte. La décision lui appartenait. Environ 3 semaines plus tard, je suis arrivé tôt à l'atelier un matin et ma mère se tenait dehors. Elle regardait la porte. Elle n'était pas entrée. Elle était juste là. De la manière dont les gens se tiennent devant des choses dans lesquelles ils ne sont pas sûrs d'avoir le droit d'entrer. Je suis passé devant elle. J'ai ouvert la porte. Je l'ai laissée ouverte. Je n'ai pas dit d'entrer. Je suis allé à mon établi et j'ai commencé à travailler. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu des pas derrière moi. Elle est entrée. Elle s'est assise à un poste vide. Elle a pris une aiguille. Les premiers jours ont été maladroits. Elle était raide. Elle commençait un point et s'arrêtait. Elle regardait autour d'elle comme si elle attendait que quelqu'un lui dise quoi faire. Je ne lui ai pas dit. Je l'ai laissée se débrouiller. C'était une couturière. Elle savait ce qu'une aiguille et du fil étaient censés faire ensemble. Elle avait juste besoin de se souvenir qu'elle le savait. Certains jours, elle ne venait pas. Je ne demandais pas pourquoi. Le lendemain, elle était de retour. Aucune de nous n'en a parlé. Un après-midi, elle a fait une erreur dans un point. Je suis venu et je l'ai corrigée. Silencieusement, elle a regardé la correction. Puis elle s'est levée. Elle a pris son sac. Elle est sortie. Elle n'est pas revenue ce jour-là. Le lendemain matin, elle était de nouveau à la porte. Elle est entrée. Elle s'est assise. Elle a repris là où elle s'était arrêtée. C'est comme ça que ça s'est passé. 2 pas en avant, 1 pas dehors, mais elle continuait de revenir. Une nuit, je travaillais tard. L'atelier était vide. Je finissais un sac sous la lampe de l'établi, cousant la dernière couture. Je n'ai pas entendu ma mère entrer. Elle devait avoir oublié quelque chose plus tôt. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de l'atelier, me regardant travailler. Je ne savais pas qu'elle était là. Je ne sais pas combien de temps elle est restée là. Quand j'ai finalement senti quelque chose derrière moi et que je me suis retourné. Elle était appuyée contre le cadre de la porte avec son manteau et son sac sur l'épaule. Elle regardait mes mains bouger comme j'avais l'habitude de regarder les siennes quand j'étais petite. Elle regardait la façon dont je tenais le cuir. La façon dont je tirais le fil, la façon dont mes doigts trouvaient la couture sans regarder. Elle regardait sa fille faire la chose qu'elle avait autrefois appelée jouer. Et elle la regardait comme on regarde quelque chose quand on comprend enfin qu'on s'est trompé depuis le début. Elle n'a rien dit. Elle a juste regardé. Puis elle s'est retournée et elle est partie. Elle n'en a jamais parlé. Mais le lendemain matin, elle est arrivée plus tôt que d'habitude et elle est restée plus tard. Quelque chose avait changé. Je ne l'ai pas interrogée à ce sujet, mais je pouvais le sentir dans la pièce. Mon père est venu à l'atelier environ 1 mois après que ma mère ait commencé. C'était la première fois que Hank venait sur mon lieu de travail. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte. Il m'a regardé à mon établi en train de couper du cuir. Je pense qu'il voyait quelque chose qu'il aurait dû voir il y a longtemps. Il s'est approché de mon établi. Il est resté là 1 seconde. Puis il a mis la main dans la poche de sa veste et en a sorti quelque chose de petit et de plié.
Il l'a posé sur mon établi à côté de la pièce sur laquelle je travaillais. Il n'a rien dit. Il l'a juste posé et a reculé. Je l'ai déplié. C'était une page, vieille, froissée, les traits de crayon estompés mais toujours là. La première page de mon carnet de croquis. Ma première création, un sac avec une bandoulière et une boucle en laiton. J'ai regardé mon père. Il a dit qu'il avait vu le carnet de croquis sur la table ce matin-là, le matin du vide-grenier. Il avait retiré la première page avant que quiconque n'arrive. Il l'avait pliée et mise dans son portefeuille. C'est tout ce qu'il a dit. Il est resté là une autre seconde. Puis il est parti. Je pense qu'il l'avait porté comme les gens portent des choses dont ils ont honte. Pas la page. Le fait que la page était tout ce qu'il avait fait. Il aurait pu arrêter la vente. Il aurait pu se lever du porche. Il aurait pu m'appeler n'importe quelle année au cours des 12 dernières. Mais il ne l'a pas fait. Et chaque jour où il ne le faisait pas, rendre la page devenait plus difficile parce que la rendre signifiait admettre depuis combien de temps il la gardait et le peu qu'il avait fait de tout ce temps. J'ai mis la page dans le tiroir de mon établi. Je ne l'ai pas encadrée. Je l'ai juste mise où je pouvais la trouver. Quelques semaines après cela, une cliente est venue chercher une commande. Elle a ouvert le sac que j'avais fait pour elle. Elle l'a retourné dans ses mains. Elle a passé ses doigts le long du cuir. Elle m'a regardé et a dit, « Où avez-vous appris cela ?» Ma mère était à son poste de l'autre côté de la pièce. Je l'ai regardée. Elle cousait. Elle nous tournait le dos. J'ai dit, d'elle. La cliente a regardé ma mère. Ma mère ne s'est pas retournée, mais ses mains ont cessé de bouger une seconde. Puis elles ont recommencé. Je ne sais pas si elle m'a entendu. Je pense que oui, parce que le lendemain, elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle a pris un de mes sacs finis de la table d'exposition. Elle le retournait dans ses mains, passant ses doigts le long des coutures comme elle avait l'habitude de vérifier son propre travail. Elle s'est arrêtée. Son doigt était sur le poing. Elle a appuyé dessus. Elle l'a suivi le long du bord. Elle a levé les yeux vers moi. Elle a dit, « C'est mon poing. » J'ai hoché la tête. J'ai dit, « Je l'ai appris de vous. » Elle a regardé le sac. Elle m'a regardé. Elle a regardé à nouveau le poing. Elle tenait la preuve de quelque chose qu'elle n'avait pas su. Que la chose qu'elle m'avait apprise, la chose qu'elle avait méprisée, était la signature de tout ce que j'avais construit. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Elle a dit qu'elle dessinait aussi quand elle était jeune. Sa mère lui avait dit d'arrêter, alors elle a arrêté. Je me suis assise en face d'elle et j'ai compris quelque chose que j'aurais aimé ne pas comprendre. Elle n'avait pas détesté mon travail. Elle avait détesté que je ne me sois pas arrêté comme elle l'avait fait. Parce que si je réussissais, son arrêt n'aurait servi à rien. Et j'avais réussi. Et elle était assise dans la preuve de cela. Elle ne s'est toujours pas excusée. Je ne pense pas qu'elle sache comment faire. Mais elle m'apporte du café maintenant. La plupart des matins, elle pose une tasse sur mon établi avant que je ne m'assoie. Pas tous les matins, mais assez pour que je remarque quand elle n'est pas là. Elle ne faisait jamais ça avant. Ni à l'atelier de couture, ni à la maison, jamais. Elle ne dit rien quand elle la pose. Elle la pose juste là et va à son poste. La première fois qu'elle l'a fait, je suis resté assise à regarder la tasse un moment avant de la prendre. Elle était chaude. Elle l'avait fait comme je l'aime sans me demander comment je l'aime. Elle avait prêté attention, peut-être pour la première fois, ou peut-être qu'elle avait toujours prêté attention et n'avait jamais su quoi faire de ce qu'elle voyait. Je pense que c'est aussi proche qu'elle puisse s'en approcher. Et je pense que cela pourrait être suffisant. Non pas parce que j'ai tout pardonné, mais parce que j'ai cessé d'attendre la version d'elle qui ne viendra jamais. La version qui vient la plupart des matins et coud silencieusement à la table à côté de la mienne. C'est celle que j'ai. Et la plupart des matins, c'est suffisant. Ma mère m'a dit que je jouais avec des chutes. Elle l'a dit à un dîner de famille devant tout le monde. Une semaine plus tard, elle a vendu mon carnet de croquis dans un vide-grenier pour 2 €. Je suis parti cette nuit-là avec une boîte en carton. J'ai construit une entreprise de mes mains. Les mêmes mains qu'elle m'avait appris à utiliser. Le même point qu'elle m'avait montré quand j'étais petite.
Elle ne le savait pas. Elle n'a jamais regardé. Mais le point était le sien. Il a toujours été le sien. Elle coud à la table à côté de la mienne maintenant. Un après-midi, elle a tenu un de mes sacs, a passé son doigt le long de la couture et a dit « C'est mon point ». J'ai dit « Oui, c'est vrai ». Puis elle m'a dit qu'elle dessinait aussi et que sa mère lui avait dit d'arrêter et qu'elle l'avait fait. Elle est encore en train d'apprendre ce que cela lui a coûté. Certains matins, elle se présente, certains matins non. Mais elle a commencé à m'apporter du café. Elle ne faisait jamais ça avant. Quelqu'un dans votre vie a-t-il déjà méprisé la chose qui vous tenait le plus à cœur? Et avez-vous continué quand même? Racontez-moi le moment où vous leur avez prouvé qu'ils avaient tort. Pas la colère. Le moment. Je lis chaque commentaire et j'aimerais vraiment beaucoup lire le vôtre. Et avant de partir, dites-moi d'où vous regardez ce soir et quelle heure il est là-bas. J'adore toujours voir jusqu'où ces histoires voyagent.